Le soleil descend lentement sur Tombouctou, enveloppant la ville d'une lumière dorée qui s'étire sur les toits plats de Banco, les terrasses et les ruelles étroites où ombre et clarté se mêlent en un jeu subtil. Les murs de terre gorgés de la chaleur du jour restituent doucement leur tiédeur dans l'air du soir, comme s'ils conservaient la mémoire vivante du soleil. Les façades ocre, les portes sculptées de motifs anciens captent les derniers rayons et les venelles se remplissent d'une lumière presque liquide, glissant sur chaque pierre, chaque grain de sable. Au loin, le fleuve Niger serpente, majestueux et paisible, sa surface miroitante capturant les reflets du ciel en une ligne d'or ondulante posée sur l'immensité du désert. Une barque glisse parfois en silence, portée par le courant, tandis que les pêcheurs rentrent leurs filets et saluent d'un geste les enfants jouant sur les berges. Le vent léger, persistant, soulève de fines volutes de sable, effleure les étoffes suspendues, fait danser les ombres sur les murs. Ce vent porte des murmures d'histoires anciennes, caravanes chargées d'or, savants, marchands, qui suretent faire obéir l'or à des lois éternelles. Sur la terrasse la plus haute d'une grande maison du savoir, aux murs ornés de vers calligraphiés et de motifs géométriques, un vieil homme est assis en tailleur sur un tapis aux couleurs profondes. Sa barbe blanche encadre un visage buriné par les ans, mais ses yeux brillent d'une lumière vive, pleine de bonté, de curiosité et d'une malice tranquille. Vêtu simplement, tunique de coton clair, chèche nouée avec soin, il ne montre aucun signe d'ostentation. Derrière lui, des coffres entr'ouverts laissent entrevoir de vieux manuscrits jaunis, des balances de cuivre gravées, quelques pièces d'or patinées, des objets venus de contrées lointaines. Pourtant, son attention est tout entière tournée vers ceux qui l'écoutent. Devant lui, un demi-cercle d'enfants et de jeunes est assis, attentifs. Les plus petits s'agitent un peu, les yeux pétillants. Les plus grands écoutent avec sérieux, fascinés par cet homme que tout Tombouctou nomme Ibrahim avec respect et admiration. On ne l'honore pas pour l'or qu'il possède, mais pour la sagesse avec laquelle il l'a acquis, protégé et multiplié, et surtout pour la générosité avec laquelle il transmet ses lois. Un enfant timide lève la main. « Comment es-tu devenu cet homme que nous admirons, ô Ibrahim ?» Ibrahim sourit lentement, ferme les yeux un instant, comme pour puiser dans les profondeurs du passé. Le temps recule alors, et tout se retrouve des années en arrière, quand la vie était plus rude et les bourses plus légères. Autrefois, Ibrahim n'était qu'un garçon maigre aux pieds nus, vêtu de haillons trop grands ramassés au marché. Il vivait avec sa mère dans une modeste maison de terre près des étals. Elle travaillait sans relâche, galettes, lait caillé, couture, pour nourrir son fils. Le père, porteur de sel sur les routes du désert, n'était jamais revenu d'un voyage. Chaque matin, avant l'aube, Ibrahim partait, charge trop lourde, balayage des étals, course pour livrer des messages, aide aux commerçants. Il donnait toute son énergie, mais à la fin du jour, il restait à peine de quoi survivre. L'argent filait comme du sable, nourriture, loyer, tissus. Les grands marchands passaient, sereins, la bourse pleine. Ibrahim se demandait « Pourquoi eux et pas nous ?» Un jour, en rangeant des parchemins dans une école coranique, il rencontra Maïga, un vieil homme au dos légèrement voûté par les décennies passées à lire sous la lampe à huile et à conseiller les caravaniers. Sa barbe grise, longue et soignée, descendait sur sa poitrine comme un fleuve de sagesse. Il portait un turban indigo foncé, large et savamment noué à la manière des anciens de Tombouctou, signe de respect et d'initiation au mystère de la ville. Un turban que seuls les hommes ayant prouvé leur valeur pouvaient arborer avec honneur. Ses yeux profonds, presque noirs, semblaient percer les âmes, lisant au-delà des mots et des apparences. Vêtu d'une tunique ample en coton bleu sombre, usée mais propre, il marchait avec une canne sculptée de motifs géométriques, et sa voix grave portait la cadence lente des conteurs qui transmettent les lois de la vie depuis des siècles. Maïga était un érudit discret, un passeur de savoir, respecté pour sa connaissance des manuscrits anciens autant que pour sa maîtrise des affaires du marché et des routes du désert. Maïga observa le garçon travailler sans relâche, puis lui posa une question simple. « Pourquoi tant d'efforts si ta bourse reste vide ?» Ibrahim resta muet. Maïga lui parla alors des 5 lois de l'or, ces lois éternelles que l'or lui-même obéit quand on les respecte. 1.
L'or vient volontiers et en quantité croissante à celui qui met de côté au moins 1/10 de ses revenus pour créer un patrimoine pour son avenir et celui de sa famille. 2. L'or travaille diligemment et avec contentement pour le propriétaire sage qui lui trouve un emploi profitable, se multipliant comme les troupeaux dans les pâturages. 3. L'or s'attache à la protection du propriétaire prudent qui l'investit sur le conseil d'hommes sages et expérimentés dans son maniement. 4. L'or s'échappe de celui qui l'investit dans des affaires ou des buts qu'il ne connaît pas ou qui ne sont pas approuvés par ceux qui sont experts en sa garde. 5. L'or fuit celui qui voudrait le forcer à des gains impossibles ou qui suit les conseils séduisants des charlatans ou qui le confie à son inexpérience et à des désirs romanesques. Ces 5 lois s'enracinèrent dans le cœur d'Ibrahim comme une source dans le désert. Dès le lendemain, il décida, sur chaque gain, il mettrait de côté au moins 1/10, même si ce n'était qu'une petite pièce. Il cousit une bourse de cuir et chaque soir, y déposait sa part. Ce fut difficile, la faim murmurait, sa mère avait besoin de tout, mais il persévéra. Il apprit à maîtriser ses dépenses, à ne pas laisser les désirs dépasser les besoins. Plus tard, il rencontra Aïcha, une jeune femme au sourire éclatant et aux yeux vifs, intelligent, qui pétillait comme les étoiles au-dessus du Niger. Elle portait des vêtements colorés, un pagne aux motifs géométriques vifs noué avec élégance autour des hanches, surmonté d'une tunique ample et fluide en tissu teinté de rouge profond et d'orangé chaleureux, typique des femmes Songhai de Tombouctou. Autour de sa tête, un foulard léger aux teintes vives, orné de perles simples, de petits coquillages et de fils d'argent, protégeait ses cheveux tressés avec soin et exprimait sa personnalité affirmée et joyeuse. Des bracelets en argent tintaient doucement à ses poignets lorsqu'elle gesticulait en expliquant un calcul et son port altier trahissait une assurance née de la connaissance. Aïcha savait lire les manuscrits anciens, écrire avec fluidité et compter avec une précision remarquable. Elle aidait souvent les marchands à tenir leur compte et rêvait de percer les secrets du commerce qui traversait les sables. Leur rencontre se transforma en une amitié profonde autour des chiffres et des livres. Aïcha montra à Ibrahim comment tenir un registre précis de ses gains et dépenses, comment anticiper les besoins de la saison sèche et comment évaluer un investissement sans se laisser emporter par l'enthousiasme. Ibrahim, de son côté, lui partagea les 5 lois de l'or et ensemble, ils rêvaient d'un avenir où la sagesse triompherait de la précarité. Mais vint l'épreuve qui scella leur destin, la grande sécheresse, une de ces calamités qui, de mémoire d'anciens, revenaient hanter le Sahel comme un vent maudit. Les pluies cessèrent pendant 3 longues années. Le Niger, jadis généreux, se rétrécit jusqu'à n'être plus qu'un filet d'eau boueuse. Les puits s'asséchèrent les uns après les autres, forçant les femmes à marcher des heures sous un soleil impitoyable pour ramasser le peu d'eau saumâtre restante. Les caravanes de sel et d'or qui assuraient la vie de la ville disparurent dans les dunes, les chameaux s'effondraient de soif, les guides se perdaient dans les tempêtes de sable et les rares survivants rentraient les mains vides, le regard hanté. Le marché, autrefois bruissant de voix et d'étoffes, devint un lieu fantomatique. Les étals vides, les grains rares et hors de prix, la faim qui rongeait les ventres et les âmes. Des familles entières partirent vers le sud, des enfants aux joues creusées mendiaient aux portes, et la mort rôdait dans les ruelles silencieuses. Dans cette épreuve, Ibrahim et Aïcha se rapprochèrent comme jamais. Ibrahim, grâce à son 10e mis de côté et alors qui travaillait pour lui depuis des années, prêt prudent à des marchands de confiance, quelques chameaux loués pour le transport, avait conservé une petite réserve de grains et d'eau. Il refusa de paniquer. Il distribua avec mesure, aida les voisins les plus faibles et surtout enseigna les lois de l'or à ceux qui voulaient écouter. Commencez maintenant, même dans la 17, mettez de côté ce que vous pouvez. Aïcha, avec son intelligence vive et son courage, organisa les femmes pour rationner l'eau, cuisiner des galettes avec le peu de mil restant et soigner les malades. Elle tenait les comptes communautaires pour que l'aide arrive à ceux qui en avaient le plus besoin sans favoritisme. Ensemble, ils passèrent des nuits à planifier. Comment survivre, comment rebâtir après, comment protéger les familles. Dans ces moments de partage intense, un regard échangé sous la lampe à huile vacillante, une main posée sur l'épaule pour réconforter, une prière murmurée côte à côte,
Leur admiration mutuelle se transforma en un amour profond, forgé dans l'adversité. Ils virent l'un en l'autre non seulement un partenaire d'idées, mais un pilier inébranlable. Ibrahim apportait la sérénité et la vision longue, Aïcha l'énergie, l'ingéniosité et la tendresse qui maintenaient l'espoir vivant. La sécheresse, au lieu de les briser, révéla leur complémentarité parfaite et cimenta leur désir de mariage. Ils voulèrent bâtir une famille sur ces mêmes fondations, la sagesse, la discipline, le partage, pour que leurs enfants ne connaissent jamais la peur du lendemain vide. Lorsque les premières pluies revinrent enfin, timidement, la ville respira à nouveau. Ibrahim et Aïcha se marièrent sous un ciel redevenu clément, entourés de la communauté qu'ils avaient aidé à traverser l'épreuve. Leur union fut célébrée comme un symbole, la preuve que l'or, bien gardé et bien utilisé, et l'amour uni à la sagesse, pouvaient triompher même des pires tempêtes du désert. Les années passèrent. Ibrahim grandit en assurance. Il ignora les richesses faciles, les paris, les hasards. Il se souvint, l'or obéit aux lois, pas aux rêves fous. Maïga, devenu très vieux, le regardait avec fierté. Son disciple avait fait vivre les lois de l'or. Ibrahim rouvre les yeux. Les enfants sont silencieux, suspendus à ses paroles, les regards brillants. Les coffres derrière lui scintillent doucement sous la lumière du soir, mais personne ne tend la main vers eux. Ils ont compris, la vraie richesse n'est pas dans l'or visible, mais dans le respect des 5 lois. Épargner d'abord pour soi, faire fructifier, protéger avec prudence, éviter l'ignorance et les mirages, transmettre cette sagesse, surtout dans les épreuves. Sous le ciel étoilé de Tombouctou, la nuit enveloppe la ville d'un manteau de velours. Une nouvelle génération apprend que chacun peut attirer l'or et le garder, non par chance, mais en obéissant aux 5 lois éternelles, et en trouvant parfois au cœur de la tempête celui ou celle qui marchera à ses côtés pour les faire vivre. Les étoiles veillent, témoins silencieux de cette transmission, promesse que la lumière du savoir et des lois de l'or continuera d'éclairer Tombouctou pour les générations à venir. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout, abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine histoire.